Brésil ou pas, on bat les couilles. Brésil ou pas, Ronaldinho, machin chouette, rien à foutre. But now we come to a period that I call the battle for identity. Lies my grandma told me. Yeah, superstitious devices. Lies my grandma told me. What? Urban mythological rules. Bubble mice, yeah. Salut kids et bienvenue dans En attendant Godard, saison 10, épisode 39. Petite citation de circonstance pour commencer. Si j'avais eu le choix entre marquer un but en pleine lucarne et me taper Miss Monde, j'aurais eu du mal à me décider. Heureusement, les deux me sont arrivés. Georges Best. Et oui, vous êtes bien dans En attendant Godard, l'émission de cinéma, quelle est mieux que les autres. Et ce soir, au programme, un programme spécial de circonstances et d'actualité, car nous allons parler de football, donc de ballon-pied, et pour cela, autour donc des rapports entre le cinéma et le sport footballistique. Et donc pour parler de tout ça autour de cette table, il y a du monde, ça fait même longtemps qu'on n'a pas eu autant de monde, donc il y a les plus grands spécialistes autour de cette table, donc il y a Air Force One, bonsoir Erwan. Bonsoir Thomas. Grand spécialiste du ballon rond. Absolument. Il y a donc Thibaut qui a mis son plus beau maillot de l'équipe de Palerme, bonsoir Thibaut. Salut à tous. Carrément fleuré. Il y a de retour dans l'émission qui n'y a que pour parler de sujets d'importance, donc soit de musique, soit de Jean-Patrick Manchette, soit de foot, donc il y a Mathieu Bonheur. Bonsoir Mathieu. Salut les amis, quelles sont les clés de ce match Thomas? Ah oui, il y a un match très important et très intéressant sur lequel nous allons revenir dans quelques instants, mon cher Mathieu. Avec nous, il y a aussi, avec 2 semaines de retard, il y a Erwan Cadoret, salut Doc. Marseille, on t'encule. Ah non, nous déjà dans le débat d'idées, mon cher Erwan. Je me trompe déjà. Pas très intersectionnel. Ça commence mal. Pour surveiller toute cette fine équipe, nous avons un observateur muet, notamment pour me reprendre sur mes conneries sur les prénoms des auteurs italiens. Donc il y a Thomas Offray. Les noms de famille italiens, il y a Thomas Offray. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Et à la mise en son de cette émission, bien évidemment, il y a le meilleur joueur du FC Paimpol, il y a Gal. Bonsoir Gal. Bonsoir. Non, je pensais à Étienne Didot quand même. Ah ouais, mais bon, Gal, désolé, il est vraiment pas loin. Donc voilà, donc c'est le programme. Donc vous n'êtes pas sans savoir, je pense qu'en ce moment c'est même la Coupe du Monde, une très belle Coupe du Monde, on peut le dire. Hein. Contrairement à ta coupe, tout court. Oui, exactement, merci. Ouais. On peut en profiter pour faire une petite bise à Carla qui est partie. Ça y est, voilà. Qui est partie. Comment ça, elle est partie, elle est décédée? Non, elle est partie en vacances. Elle est partie en voyage. En voyage. Vacances. Les boules. Oui, ça va pas d'annoncer des choses comme ça. Elle est partie en voyage. Voilà. Dans le sud, c'était en dessous de la Loire. Ah oui, le sud de la France. Voilà, le sud de la France, avant de partir au sud, encore plus au sud. Abandonné. Donc voilà, donc c'était les forces en présence et donc ce joyeux programme. Pas de news, pas d'agenda, de toute façon il se passe rien. C'est les T'as pas dit quel maillot j'avais moi? Vous avez rien à voir. Alors, c'est quoi ton maillot? Grec, on dirait. C'est l'Olympiakos. Le Pirée sur sèche. Donc voilà, donc c'est le programme, donc Coupe du Monde, très belle Coupe du Monde. Alors t'as pas dit quelle casquette j'avais? On le disait. Ah, c'est le FFC, le club de Florianopolis au Brésil. Voilà, pas Florianopolis. C'est pas la ville du Fion. Ah, c'est Florianopolis. Figueirense Football. Moi j'ai un accent. Donc voilà, vous voyez vraiment une émission polyglotte. Polyglotte et internationale. Bah oui, je vois ça. Ah oui. Alors vous-même, mon cher Erwan, vous êtes brestois, donc le stade de Francis Leblé, ça vous connaît. Ah oui, je l'ai visité. Alors. Oui. Et celui du Real de Madrid aussi. C'est peut-être les deux seuls. Et le grand-père de Thomas Offray a construit le stade de Carhaix. Rappelons qu'il y a une magnifique équipe à Carhaix, notamment le DC Carhaix, les dernières cartouches de Carhaix. Et oui, ça c'est du titre d'équipe, hein, c'est quand même autre chose que les Real de Madrid ou je ne sais quoi. Thomas, comment allons-nous procéder? Nous allons parler de foot, mon cher Erwan. Et de cinéma aussi. Je crois qu'il pensait qu'on allait découper ça en demi-temps, tout ça. Rien n'est préparé, c'est plutôt à la avec un temps de péno à la fin. On va voir ce qui se passe. Et puis exactement, on balance les joueurs dans l'arène, puis après on voit ce qui se passe. Non, basiquement et très simplement, nous allons diviser ça en 3 sections. D'abord les films de fiction, les films documentaires, et après, de manière générale, comment est-ce que le sport, et notamment donc le foot, est filmé à la télévision française, sent la rigueur universitaire. Française et internationale. Un plan en 3 parties. Ouais. Exactement, à la fin nous finirons par une petite synthèse pour dire tout le mal que l'on pense du FC Nantes. Normal.
Normal. Parce que personne- Et de Nantes en général. Voilà, de la ville de Nantes en général. Donc voilà, donc nous allons commencer par la première section de cette étude critique sur le monde du football. Donc avec le cinéma de fiction, le football étant peut-être le sport le plus populaire au monde. Sauf pour les Américains, mais parce que c'est vraiment un peuple de cons. Ouais, mais en même temps, ça va quand même conditionner l'émission parce que comme c'est eux qui font les films et qu'ils en ont rien à branler du football. Il n'y a pas le plus, parce que justement, je pense que c'est la perfide Albion, justement, les Anglais qui sont les plus, on va dire... Fans de foot. Ouais, fans de foot. Mais non, mais je te dis, les Américains, c'est eux qui font le plus de films. Ah oui. Hollywood, etc. Ouais, mais parce que- oui, je connais. Ouais, puis ils ont quand même du foot, ils ont le soccer. Le soccer, Oui. mais là, Ouais, mais ils s'en branlent. Du le coup, soccer, c'est plus un truc de filles. Ouais, ils en Oui, parlent voilà, pas. mais ça, ils connaissent quand même, quoi. C'est pas un Est-ce que truc totalement Mathieu européen. pose non comme plus, quoi. question, c'est est-ce que le football américain est mieux filmé du coup par le cinéma Les hollywoodien Américains que- filment bien le sport, on le sait, quoi. Ouais, enfin. Ouais. Enfin, souvent, Qui quoi. a vu l'enfer du dimanche Ah ouais, moi, Burke. magnifique. Ah, Burke, si, Burke, le football américain. T'as pas d'équivalent en tout cas avec le football. Ah non. Non, ça serait peut-être bien dommage. Non, et justement, Non, mais on peut- Space Jam, je sais pas. Non, mais Oui, justement, c'est vrai qu'on peut partir sur ce problème de représentation. Pourquoi est-ce que les Ricains filment Happy aussi Gilmore. bien à peu près tous les sports, genre même un truc qui est Le golf. Happy Gilmore. anti-cinématographique comme le golf ou comme le baseball, alors que ce soit en Europe ou même en Amérique du Sud, qui sont des grands continents de football, on n'a jamais été foutu Parce de qu'en faire... Europe, on n'a pas vraiment de cinéma. réalisateurs de cinéma. Ouais, c'est Oui, pour mais ça. même À part en depuis, Italie, un petit depuis moment. 50 ans, quoi. Voilà. Pourquoi est-ce que le foot est aussi mal représenté à l'écran? D'ailleurs, de manière générale, c'est pas le sport en lui-même qui est représenté, mais c'est plutôt les à côté. C'est-à-dire que ce soit le côté business, le côté des supporters. Il y a un commencement de réponse, on en parlera à la fin, c'est que la façon de filmer le foot, c'est de rendre compte de ce qu'est un match de foot, et c'est la fluidité, la continuité et la construction de l'action. Et si tu ne filmes pas le match en direct, finalement, le séparer en petits morceaux, ça n'a pas trop d'intérêt. C'est comme- Alors que les sports américains, qui sont des sports de phase, qui sont ultra découpés, voilà, le foot américain notamment. ça s'adapte aussi bien, parce que c'est des matchs des de vignettes, 3 à 4 heures où ils refont Alors, des c'est comme si pas du arrêtés, coup, quoi. l'impossibilité de pouvoir véritablement filmer le sport, notamment dans le cinéma et en Europe, enfin, ces dernières années, ça va s'intéresser plus aux à côté. C'est comme tu le disais là, je pense à un film français sorti avec Gaston Bide récemment, La surface de réparation, qui est un film entre guillemets sur le FC Nantes. C'est plutôt... ce qui intéresse, c'est plutôt les coulisses, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le club, les métiers un peu de fixeurs, ceux qui sont en train d'aider un peu les jeunes pousses, effectivement tout ça, mais pas du tout Il y a des séries aussi, la façon de filmer le oublié sport, c'est pas ça en fait qui est au En cœur fait, du... Ça sert à rien. En fait, Des t'as projets plusieurs. cinématographiques. On part direct là, il n'y a pas de musique. Non, on part, ok. hein. En fait, il y a Toutes les plusieurs 20 minutes, axes. Thibaut. Il y a déjà le côté. En fait, le foot, c'est un sport collectif. Donc, du coup, la destinée personnelle des grands axes de narration du cinéma américain, enfin du cinéma, du coup, ne peut pas être faite. Vu que c'est un sport collectif et que si après on arrive sur une destinée individuelle, on va plutôt aller vers le documentaire. En fait, est-ce que Costa Rica, on en reparlera, ou même de la Iglesia avec Messi, ou même le Zidane, qui est plus peut-être un film Esthétisant. voilà, d'art contemporain qui navigue un petit peu entre fiction et entre documentaire et installation. Et du coup, en fait, t'as ça. T'as qu'en France, on filme donc beaucoup les à côté, que ce soit même un film aussi tout pérave que 3-0 de ce surgénie de Fabio Antonante, ou un dérangement considérable, ou les seigneurs. Donc là, c'est l'à côté. Donc en fait, finalement, il y a une problématique, c'est que les acteurs ne savent pas jouer au foot et que les footeux ne savent pas jouer à la comédie. Alors Laurent Deutsch est quand même un fin dribbleur et maîtriseur de ballon. Oui, enfin bon. Hein, Il c'est- dribble les ballons comme il pas un dribble super avec acteur. l'histoire. c'est Voilà, pas, c'est c'est ça. pas non plus Luka Modric. Hein. Eh ben, Deutsch, c'est de quelle origine? Hongrois, Puskás. Ouais, Et bah, d'ailleurs, c'est pas non dans plus. 3-0, justement, il joue un Ukrainien, je crois, un truc comme ça. Oui, Je crois qu'il a fait un centre de... non, enfin, en tout cas, il se S'il prétend est être un bon supporter du footballeur. Mans. Enfin, il prétend plein de choses. Hein, donc, Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Alors, moi, j'ai une Et puis il y avait un autre truc, mais du coup, je l'ai oublié. Oui, Erwan. Enfin, Doc. Non, j'avais une question idiote, mais peut-être que je me demande si le problème c'est pas. Alors, il y a aussi, je pense que d'une part il y a le fait que effectivement les réalisateurs, les scénaristes s'intéressent pas au sport. En fait, ils s'intéressent à l'idée du collectif. Coup de tête, par exemple, voilà, c'est une espèce de. Il y a un collectif footballistique, puis il y a un manque de collectif, on va dire, au niveau de la bourgeoisie locale. Et c'est voilà, Ouais, puis coup de ça tête, c'est fonctionne bien finalement parce que, pas un film tant voilà. sur le foot À que mort sur la- la province. À mort l'arbitre, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'il y a un collectif, mais un collectif Le qui devient haineux, qui se retourne contre l'arbitre. Bon, voilà, c'est toujours cette idée de collectif qui marche ou qui marche pas, quoi. Et je me demande en fait si le fait de filmer le football, c'est pas le même problème que le fait d'adapter des jeux vidéo au cinéma. Est-ce que c'est intéressant, quoi? Est-ce que c'est intéressant de construire un match
Je veux dire, est-ce que ça serait intéressant cinématographiquement? Je veux dire, est-ce que ce serait plus intéressant que de regarder un vrai match à la télé? Ouais, c'est la question. En fait, le problème, c'est le direct qui se pose, quoi. Sachant que la dramaturgie d'un match de football en direct sera toujours plus forte qu'une fiction. Voilà. Genre, le coup de tête de Zidane en finale de la Coupe du Monde 2006, t'as pas un seul scénariste qui y aurait pensé, même fan de foot. Oui, même... bah, t'as déjà pas le réalisateur qui a pensé. Voilà. Vu qu'il l'a loupé. Vu qu'il a loupé. Et donc, en fait, la dramaturgie du réel est plus forte que la dramaturgie de la fiction. Et ça, déjà, c'est impossible. Ah oui, le dernier acte que je voulais, c'était quand les Américains ils voulaient filmer du foot, ça donne John Huston, À nous la victoire. À nous la victoire, avec Stallone en gardien de but. Alors là, c'est la grande marade. Mais bon, c'est aussi un film qui trichait parce qu'ils avaient les meilleurs méchants du monde, à savoir les nazis. Ah oui, c'est vrai. Et c'est le seul film où il y a c'est un des seuls films où il y a un vrai joueur de football. Oh, il y en a plusieurs. Il y a Ardiles, Qui est quand même pas le plus mauvais. Donc ouais, le foot, c'est plus comme symbole de culture populaire que ça va être utilisé. Ouais, mais justement, dans la grande époque des films un peu d'intégration. Mais même sur ce côté-là, justement, vouloir capter le côté populaire du football dans les classes moyennes ou bien dans les working class, bah, c'est quelque chose qui est quand même... dans ce cas, on passe dans le documentaire, on en parlait tout à l'heure, mais ça aurait été si quelqu'un avait fait un yeux dans les bleus de fiction, si tu veux, c'est dans ce cas de voir la trajectoire et comment des mecs vont progresser, comment ils vont être laissés sur le côté sur le long terme, quoi. Mais effectivement, sur un match... Mais tu vois, ça par exemple, moi je te coupe, mais sur ce côté populaire, on aura du coup pas mal de films qui seront faits sur les supporters, t'as Hooligan, des machins. Alors ça, ce sont les Anglais. Toi, tu parlais de la perspective. Ce sont les Anglais. Parce qu'en fait, les Anglais ont une vraie culture foot. Bah, c'est un petit peu eux qui ont inventé le sport aussi. Et c'est vrai que par exemple, un match, dans les films de Ken Loach, il y aura toujours des personnes avec tel maillot ou une écharpe qui va se balader dans un coin de la production design ou compagnie. Ou alors tu vas voir les films. Un peu comme avec le Stade Rennais. Et Fred Cavaillé. En fait, il s'inspire d'une certaine tradition anglaise. Parce qu'en fait, le foot, collectif aussi, le foot c'est l'appartenance, caractériser un personnage. Le foot fait lien social et le foot fait construction de l'individualité, donc c'est nécessaire. Et après, tu as les grands films de hooligan aussi, tu as le Football Factory, The Firm aussi, ça en parle, un film d'Anne Clark. Ouais, avec. Oui, voilà. Avec Tim Roth. Hein? Avec Tim Roth. Gary Oldman. Ouais, Gary Oldman, c'est pareil. Mais je pensais aussi à une autre idée, c'est que sur cette question du collectif aussi, il y a une fabrique derrière, c'est-à-dire qu'au-delà même du public et qui y assiste et aussi comment on va s'intéresser peut-être aux hooligans et aux supporters, etc., à l'idée du club. Il y a aussi l'équipe. Mais ce que je trouve assez étonnant, c'est que par exemple, à ma connaissance, après je ne connais pas assez le sujet, c'est que il n'y a pas véritablement d'équivalent, par exemple, à une grande série américaine comme Friday Night Lights qui s'intéresse au football américain. Effectivement, ce serait plus sur la dimension de la série, quoi. Voilà. On suit comme le foot est organisé en championnat ou en coupe sur le long terme et sans qu'il y ait une tradition aussi française. En Angleterre, il y a une série sur les WAG, les femmes de footballeurs, qui était plus sous l'angle people, machin. Et je me demande s'il n'y avait pas une série justement sur un peu comme le film dont tu parlais là, ou sur le côté agent de joueur, le côté un comme peu, la surface de 3-0. Ouais, mais il y a j'ai l'impression qu'il y a une série, ou alors c'était une série en préparation. Où ils voulaient faire intervenir des vrais footballeurs et tout. Je sais pas si c'est sorti finalement. Parce que je suis pas si encore sûr, une info assez fiable que j'ai vérifiée. Parce que de toute façon, en France, nous, la plupart du temps, quand on traite l'angle du foot, c'est sous l'angle de la comédie, quoi. Donc le 3-0 de cette esthète de Fabien Antoniente, il y a les seniors, mais même ça remonte à vieux. Il y a en 53, nous autres à Champignol, donc il est parti de la trilogie de Champignol de Jean Bastia, qui en fait filmait quasiment intégralement un match de foot. Mais sous l'angle de la comédie, un peu comme dans l'épisode de Gaston Lagaffe sur le match de foot, d'ailleurs. Même dans Didier. Oui. Dans c'est peut-être un des films où le foot est le mieux filmé. C'est vrai. Qui en plus traite sous ces différents aspects, à la fois le match, le côté business, le côté des supporters. Est-ce que ça pourrait être mis en parallèle avec Shaolin Soccer, ça sur le fait de déréaliser un petit peu justement pour pouvoir filmer pour filmer des matchs, parce que dans le film de Stephen Chow, donc lui par contre il se base à la fois sur parler maintenant oui, putain, sur quand on parle de trucs important. Donc je peux couper ton micro, Mathieu. Donc dans Shaolin Soccer, à la fois sur le côté ultra populaire, sur l'amour qu'a le peuple hongkongais en fait pour le football, et aussi qui était quand même beaucoup inspiré de Olivier Tom, donc capitaine Tsubasa, le côté ultra déréalisé, les ballons qui vont aller défoncer les buts, les mains du gardien, aller soulever les jupes des filles, tout ce genre de trucs, quoi. Mais même si on regarde Captain Tsubasa, quand on disait que la difficulté de filmer le football, c'est en fait ce combat aussi rapidement. C'est le combat entre le bien et le mal.
Non, entre l'individu et le collectif, même Captain Tsubasa, enfin Olivier Tom, déjà ça s'appelle, donc en titre en VO ou que ce soit en VO ou en VF, ça parle d'un joueur précis. Et même les grands héros, les frères d'Eric, Mark Landers, Thomas Price, on ne parle que de eux. C'est toujours eux qui marquent, ce sont toujours les meilleurs capitaines, pas possible, ceux qui vont partir dans les grands clubs. Bon, Olivier Hatton part au Brésil. Il part très vite en Allemagne quand même. Hein. Non, ça c'est dans la nouvelle saison, parce qu'au début c'est Olivier Hatton qui part dans lui. Ah, moi j'étais fan. La finale Toho New Team qui avait 3 semaines de diffusion, j'ai que des souvenirs de prolongation et de tirs avec la courbure de la terre et de ballon ovale. Pareil. C'est le seul souvenir que j'ai. Et ce sont eux aussi qui ont les love interests. Donc en fait, on est encore sur une individualité à la limite hyper stéréotypée, voire même forcée. Et en fait, c'est ça on dit souvent que, par exemple, un des sports les mieux filmés en cinéma, c'était la boxe. Parce que justement, là, il y a une vraie dramaturgie. En fait, t'as un... Dès le film noir. Bah oui, et t'as le ring de boxe. C'est plus simple. Après aussi, il y a la question technique. C'est vrai qu'après, la professionnalisation du foot, elle est progressive et elle est au cours de la première moitié du XXe siècle et elle est vraiment effective après la guerre mondiale en Europe où c'était pas le meilleur moment pour faire des films aussi. Enfin, ça dépend pour qui. Mais... Je fais juste une incise sur la réception aussi du sport et notamment du foot, c'est que notamment pour les gens de cinéma, il y a souvent par rapport à la critique, on dit que je crois que c'est Godard ou d'autres, que ce soit un cinéaste ou même on va parler de Fred Godard après, il faut qu'il distingue. Il distingue donc Jean-Luc et que quelque part, la critique du sport, notamment dans l'équipe ou d'autres, le fait d'écrire un texte sur un match a aussi des enjeux qui sont parfois liés à des enjeux d'écrire sur le cinéma, c'est-à-dire écrire sur des durées, des espaces, des manières d'occuper, d'habiter aussi un match. Enfin, il y a vraiment d'habiter un espace. Après, le sport en général a été un moteur d'innovation audiovisuelle, que ce soit les ralentis, l'hélicoptère pour Paris-Dakar. Il y a énormément d'innovations qui ont été faites grâce au sport. Et même ce débile mental de Romer, je trouve qu'il donnait des cours de découpage avec des matchs de tennis. Oui, comme Serge Danet était très justement écrit sur le tennis. Mais tout ça pour dire en fait que c'est vrai qu'il y a la représentation du coup du sport, mais que en tant que tel, il y a aussi le fait d'écrire sur un match sans qu'il soit filmé ou si on a été dans le stade, dans les gradins, ou alors si on était devant sa télé, mais c'est qu'on a aussi une façon de penser le match aussi. Et c'est que du coup, il n'y a pas l'enjeu forcément d'une caméra, etc. Même si on en parlera plus. Le meilleur moyen de voir les matchs de foot, c'est à la radio, quoi. Parce que les mecs, eux qui commentent les matchs à la radio, ils vivent le truc, ils sont surpassionnés. Et tu pourras avoir un genre Dijon-Auxerre, t'as l'impression que c'est mortel, quoi. Bah oui, et puis il me semble que la littérature a aussi rendu mieux. Alors au-delà de la littérature, j'ai même parlé de l'équipe, ou les lives en fait. Après, moi, il y a une écriture, donc du coup le mec se laisse beaucoup plus. Il y a un bouquin que j'ai lu, j'ai plus le titre, j'ai plus l'auteur, je l'ai lu il y a une dizaine d'années, c'était sur le Heysel. Donc en fait la supra-catastrophe des supporters, où en fait les supporters, c'était donc Juve contre Liverpool à... Ah non, au Heysel. Au Heysel, ouais. Et en Belgique, oui. Et où en fait, il y a eu, je sais pas combien de morts. Platini marque sur penalty pour la Juve alors qu'il comprenait rien du tout à ce qui se passait. Enfin, bon, et il célèbre son but alors qu'il y avait déjà. Ouais. Il a tiré tellement fort qu'il a fait tomber des gradins. Et en fait, il y a un bouquin qui a bien dans la foule. Les clubs anglais étaient interdits dans le foot d'Europe. En fait, il y a un bouquin qui retranscrit bien cette horreur-là. Et en fait, j'en reparlais tout à l'heure en termes de dramaturgie, même en fiction, qui aurait pu penser ça, quoi? Oui, c'est ça. Finalement, personne. C'est la dramaturgie du réel. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, le foot, quand il est filmé, il est mal filmé. Et en fait, le truc, c'est qu'on pourra jamais, aucun scénariste ne pourra avoir c'est un tel déferlement d'idées, en fait, c'est pas possible. Puis moi, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'incarnation, c'est-à-dire comment ça se fait que par rapport à d'autres sports, il n'y ait jamais eu de biographie de footballeurs interprété par en fiction. Pourquoi c'est toujours du documentaire? Et ça, c'est vrai que parce que quand tu penses finalement dans les autres sports, en boxe, par exemple, mais même en football américain, tu penses en tennis. Après, ça reviendra peut-être quand ils vont commencer à mourir parce que les grandes stars elles sont encore vivantes. Mais tu vois, sur Platini, par exemple, c'est étonnant qu'il n'y ait pas eu. Il y a eu quand même un. Je pense que Maradona, quand il va crever 5-6 ans après. Il y a eu quand même un biopic sur le patron de la FIFA avec Tim Roth et Gérard Depardieu, qui est un film produit par la FIFA d'ailleurs, qui est un révisionnisme total. Mais alors, genre, les mecs, c'est des grands humanistes. Ouais, ou c'est
c'est pas la mafia, quoi. Non, bah non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est des humanistes suisses. Ouais. Donc tu parlais des icônes du football, donc on va passer à la section documentaire et pour ça un petit hommage donc à la ville de cœur des Roanne sur le stade Francis Leblay. En attendant Godard sur Syllab, et donc c'était Syndrome 81 pour la 4e fois de l'année avec le Condor de Lorade, donc consacré au stade brestois, donc le stade Francis Leblay notamment. Donc vous êtes toujours avec nous pour parler de football dans le cadre de la Coupe de Le Monde qui se déroule actuellement. Donc, ça en Russie, chez notre merci. ami Vladimir. Okay. Et donc nous allons parler fiction et tout de suite nous allons parler documentaire parce c'est un peu plus intéressant. C'est plus intéressant, il y a quand même beaucoup plus de choses, mais déjà on peut donc des choses diverses et variées en termes formels et en termes de représentation sur le football, le collectif ou l'individu, mais donc on va quand même partir sur l'individu parce que une des meilleures manières, j'ai l'impression, de représenter le football dans le monde du documentaire, c'est justement de partir des figures et des icônes du football. Donc ça arrive plusieurs fois. Donc dernièrement, il y a eu le documentaire de Alex de Iglesias sur Lionel Messi, il y a eu le film de Kusturica sur Maradona, il y a Zidane, portrait du XXIe siècle, des documentaires sur Pelé, le documentaire de Vicage Dorasso que je sais, toi Thibaut, tu aimes beaucoup. Ah oui, Vicage Dorasso, c'est un de mes joueurs préférés, oui. Ah carrément. Okay. Ah oui. Allez, allons-y Franco. Et donc, pourtant, il a joué pour le PSG, le Milan AC, 2 clubs que j'aime pas, et l'Olympique Lyonnais, 3 clubs que j'aime pas. Mais il a joué pour Livourne. Non, si. Bah si. Mais voilà. Ça a l'air vachement les Donc, on sait pas de quoi vous parlez. C'est vrai que déjà, on viendra après sur les. Bah Livourne, Saint-Seurin, Livourne. Oui, Livourne. On viendra après, messieurs, sur les documentaires du collectif, mais donc déjà, on peut s'attarder sur ces documentaires justement des figures et des grosses restas du football, donc Pelé, Maradona, Messi et puis Zidane. En fait, c'est là où on en revient entre collectif et individu. C'est qu'en fait, le meilleur moyen de filmer le foot, c'est de s'attarder finalement à des personnalités qui sont un petit peu bigger than life. Et le foot, de par un petit peu son côté populaire et les gens qui en viennent, Maradona en premier, et les gens qui arrivent à sortir d'une certaine condition sociale arrivent à devenir des figures extra-footballistiques, politiques, voire même complètement culturelles. Donc, il y a une note duplex, non, ok. Donc, en fait, c'est là où ça devient vraiment intéressant, c'est que le documentaire, du coup, arrive à saisir, en fait, des vrais personnages, finalement, de cinéma. Et c'est pour ça qu'on en arrive à ces Messi, qui est problématique, ou Maradona de problématique parce que déjà Messi, je pense que c'est pas un personnage qui est très intéressant. C'est certes un très bon joueur, mais il a quand même trouver un angle intéressant. Il a quand même le charisme d'un flanc. Et dans le documentaire de Alex de Iglesias, il y a donc beaucoup d'entretiens qui se déroulent autour de tables de restaurant. Donc on voit ses amis, sa famille, ses divers entraîneurs, ses camarades de club. Et donc ça commence sur toute son enfance. En gros, le gros problème de la vie de Messi, en fait, c'est qu'il est petit. Ouais. Donc, ce qui, du coup, en termes de dramaturgie, est quand même assez léger, quoi. Ah là là, il était tout de suite très bon au foot, mais il était un peu malade, du coup, il était petit. Alors, c'est compliqué de jouer au foot quand il est petit. En fait, il y avait des choses à faire. En fait, le film est basé, formellement, sur 3 régimes d'images. Il y a des entretiens. Il y a des entretiens avec des coachs, on voit Gérard Piqué, on voit Mascherano, on voit ses amis d'enfance. Donc des entretiens qui sont filmés au restaurant, il y a des images d'archives et il y a de la reconstitution. Et c'est là où on en revient sur le problème de la reconstitution, c'est qu'un acteur ne sera jamais aussi bon. On parle quand même de Messi. Et l'acteur qui joue Messi, tu vois très bien que c'est pas un footballeur, quoi. Et là, donc cette séquence est extrêmement problématique. On dirait une vieille... on dirait un vieux téléfilm tout pérave qu'on va trouver sur TFX, quoi. Ou alors, à la limite, se placer, qu'on soit dans la fiction ou le documentaire, se placer aussi sur le terrain d'un personnage qu'on n'en a pas vraiment parlé jusqu'ici, mais qui est celle de l'entraîneur. Friday Night Lights, par exemple, la série américaine sur le football américain, c'était quand même la figure centrale de la série, c'est l'entraîneur, le coach Taylor. Mais l'entraîneur, ça me fait penser à quelque chose, c'est que dans ces films-là, les documentaires que vous avez vus là, ou sur la question sur le foot, c'est que est-ce que on voit aussi
est-ce que c'est vrai, par exemple, que quand un entraîneur et les joueurs préparent un match, il y a aussi une phase où ils regardent les matchs de l'équipe adverse? Ah, bien sûr. Et ça, c'est intéressant. Et ça, par exemple, ça arrivait dernièrement à la Coupe du Monde sur les phases d'entraînement. La Corée du Sud, en fait, ils ont échangé leur maillot à l'entraînement, la Corée du Sud, pour pas que c'était la Suède, je crois. Comme ça, c'est une anecdote raciste. Pour pas que la Suède, en fait, voit comment ils jouent, parce que pour eux, tous les Coréens se ressemblent. C'est le coach coréen qui l'a dit. Hein. Oui. Mais du coup, pour revenir sur le Messie de la Iglesia, Alex de la Iglesia, cinéaste au plus au demeurant qu'on surkiffe ici. Donc, tu as les images d'archives, dont là, il n'y a pas de souci. Mais le plus intéressant, finalement, ce sont ces dîners entre ses camarades, ses vieux camarades, ses vieux compères d'équipes de jeunes, ses collègues actuels. Et en fait, c'est ce qui est très beau dans ce film-là, c'est qu'en fait, les gens se souviennent. Et en fait, du coup, tu sais pas si Messi, si c'est une réalité ou si c'est juste un espèce de souvenir fugace, sachant que, par exemple, les compagnons d'antan, Messi ne les voit plus, en fait. Je pense qu'il est passé à quelque chose d'autre. Donc, en fait, tu te demandes si Messi, en fait, si c'est un rêve ou une réalité. Et ça, c'est extrêmement beau de la part de la Iglesia. Il y a ce côté un petit peu poétique qui arrive chez Messi, qui, au demeurant, est un footballeur absolument exceptionnel, mais qui est une personnalité, on va dire, un poil creuse comparé à son illustre prédécesseur qui était Diego. Et là, le problème est là, c'est qu'en fait, Messi sera toujours comparé à Diego, parce que non seulement Diego a gagné la Coupe du Monde, Diego a amené le Napoli au firmament, alors que Messi est arrivé déjà dans une institution. Et Diego surtout, Diego, son transfert du Napoli du Barça au Napoli a été payé en liquide avec l'argent de la coque, et ça, c'est magnifique. Donc, quand on parle de Diego, c'est évidemment Diego Armando Maradona, donc le plus grand joueur de l'histoire argentine, le plus grand joueur du monde, et donc à qui ce sympathique humaniste de Emir Kusturica avait consacré un documentaire en 2008, donc qui en fait était la réunion de deux égos surdimensionnés, parce que ça s'appelle Maradona by Kusturica, c'est le titre du film, où donc Maradona, il y a deux spécialistes du révisionnisme. Où Custu est un gros fan de foot, et donc il va faire un film sur Maradona où c'est les deux qui se retrouvent contre l'impérialisme américain, la révolution, la révolte, tout ça machin. Et en plus Maradona, ça marche parce que c'est vraiment un personnage qui est bigger than life, quoi. À la fois maintenant il est effectivement ultra gros, mais surtout il a un parcours de vie de dingue. Ouais, mais est-ce que ça marche si t'aimes pas le foot? Oui. Parce que moi, c'est ça qui me pose question, moi, dans les documentaires, c'est-à-dire que c'est des documentaires qui sont faits par des fans de foot. Sports après. Alors c'est fait pour les autres sports aussi, mais là dans le cas du foot, c'est des films qui sont faits par des fans de foot, peut-être pas pour des fans de foot, mais en tout cas avec toujours sur des personnages, à mon avis, où quand même il doit y avoir quand même un gros contrôle de l'image derrière. Je pense pas. Je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir de la place dans ce genre de portrait sur Maradona, je sais pour une pas, dimension critique du football, pour une dimension critique, c'est-à-dire pour film-là, je pense. tu vois, par exemple, je pense à un truc tout con, des documentaires par exemple sur Chris Benoit, qui est un des grands martyrs du catch, qui est un mec qui est mort avec un espèce de tabou en fait dans le monde du catch, parce que le mec est mort à cause des anabolisants, il a tué sa famille avant de se suicider, enfin c'est une espèce de traumatisme absolu dans le monde du catch. Il y a des documentaires super bien qui ont été faits sur cette histoire-là, parce que c'est vraiment un truc, mais c'est difficile de comprendre le catch aujourd'hui si tu comprends pas cette histoire-là, quoi. Là pour le coup, on est dans une phase hyper sombre, et c'est vrai que cette phase hyper sombre qui existe aussi dans le football, même si le temps de la Coupe du Monde, tout le monde devient spécialiste de foot, et le foot c'est génial. Bon voilà, moi qui aime pas le foot, je peux vous assurer que parler de Pascal Pro. Voilà, il y a quand même toute cette dimension mafieuse, quoi, qui est quand même très important. Il y a quand même la cam, il y a quand même la dissimulation d'homosexualité, il y a quand même plein de trucs. Ouais, mais je sais pas s'il y a on le sait pas forcément, qui est aussi marquant que le catcheur. En fait, pour dire ce que dirait moi, juste c'est que ça place aussi une question aussi, c'est celle de la structure en fait du récit, c'est-à-dire que le côté rise and fall à l'américaine. Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'il faut pas une figure comme Maradona qui est suffisamment bigger than life. Maradona c'est plutôt un rise, fall, petit rise puis refall. Mais c'est quelque chose qui... Donc est-ce que plus ça va aller, parce que dans la surface de réparation, là, le film français dont je parlais, il y a aussi les à côté, et on voit bien les stratégies par exemple médiatiques liées au club, liées au go-between à l'intérieur, ceux qui gèrent aussi, et surtout du coup l'image, donc la pipolisation. On a une image d'un joueur avec une femme dans une soirée, etc. Avec quelque chose qui apparaît aussi, c'est une sorte d'auto-fiction où les joueurs font des documentaires sur Ronaldo. Ou Ben Arfa qui a fait ça, qui a été la ou Griezmann récemment. Griezmann aussi. Pour répondre à la question du doc, c'est dans l'ordre du ridicule, mais ça fait partie de leur communication. Ça ressemble à Hollywood en fait. Je pense que aussi à la NBA, ce qui se fait en NBA en fait. Je pense que le Messi ou même à la musique est fait pour les fans de foot de Lionel Messi, parce que finalement
Il y a pas d'emprise sur le réel. Maradona, il y a une vraie emprise sur le réel, il y a une emprise sociale, il y a une emprise politique, et voire même du coup poétique. Il y a une vraie emprise politique parce que le match Argentine-Angleterre... Voilà, vu que le Messi, en fait, il navigue entre réalité et fiction, tu sais pas trop où te placer, et finalement, tu vois des images de Messi et t'es content. Le film, en fait, est juste là. C'est des beaux buts, oui, voilà, il a marqué plus de 500 buts dans sa carrière. Et en fait, du coup, en tant que novice du foot... ou quelqu'un qui ne connaît pas ne va pas prendre du plaisir à mater le Messi. Ouais, mais je pense que par exemple quelqu'un qui parce que en fait, le joueur et le film est dans un entre-deux. Alors que Maradona, il a une emprise directe sur le réel. Et en fait, ça revient, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur comment filmer le foot. Le foot est important parce qu'il y a une dramaturgie du présent, du réel. Le réel sera toujours plus fort que la fiction. Désolé, John Ford. Mais Maradona, en fait, du coup, participe de ça. Et c'est pour ça, en fait, que le Maradona de Costa Rica est bien plus intéressant que le film de Alex de la Iglesia. Parce qu'en fait, Costa Rica ne parle que de ça, que du réel. Il se montre même en train de faire son propre film. C'est une espèce de work in progress. Donc, en fait, en train de faire des passes avec Maradona aussi. Donc, en fait, c'est tout ça qui fait que... Et en plus, la destinée particulière de Maradona. Et encore, il a oublié plein de trucs parce que Maradona, c'est la plus grosse baston de l'histoire du foot quand il joue au Barcelone, quand il se fait démonter par Goicoechea de Bilbao. C'est Napoli, c'est les yeux complètement pétés de coque à la Coupe du Monde 94. Mais maintenant, oui, mais maintenant, il ne joue plus. Mais par exemple, c'est beaucoup trop de choses. Mais par exemple, tu vois, c'est un personnage qui est bigger than life comme Maradona. Pourquoi on a toujours pas eu de dire bigger than life, un film sur George Best? Plus gros que la vie, c'est tout. Mais oui, voilà, George Best, voilà, qui est quand même un personnage que même moi, oui, c'est vrai que connais rien, connaît. Moi, je sais que George Best, c'est il est connu. C'est rock'n'roll. Ouais, c'est une espèce de décadence. Il y a des quinzaine de documentaires sur lui sur la télé anglaise qu'on n'a pas vu. Parce que Maradona, il a toujours été vu comme un symbole. En gros, c'est le petit gros qui va niquer les puissants, quoi. En gros, c'est ça. C'est une image. Best, c'est le revanche du peuple. Best est quand même le beau gosse. Tout ça, c'est du storytelling. Je veux dire, Maradona, ça n'a jamais été un héros révolutionnaire. Faut arrêter de rêver. Non, mais il s'est pris. Il s'est pris. Mais peut-être que lui, il s'est pris. Je veux dire, mais il y a des tas de mecs qui se prennent pour le Christ. Généralement, ça en fait pas des gens qu'on écoute, quoi. Et tu vois, en fait, il a marqué. C'est super hypocrite quand même. Je veux dire, le mec est millionnaire. Je veux dire, il a le nez dans la coke. Il pousse des appels à la révolution. C'est qu'il a été un symbole. Mais Cantona, c'est intéressant. Il appelle à vider les banques quand après il fait ses grands discours contre le capitalisme, contre je sais pas quoi, Cantona. Et alors que lui-même, quand il joue en Angleterre, qu'il avait été exclu je ne sais pas combien de mois pour avoir légèrement frappé des supporters, et qu'après justement il y avait des documentaires anglais sur son retour. Il avait déjà été exclu du championnat français quand il jouait à Nîmes Olympique, le grand club du Nîmes Olympique, qui revient en Ligue 1 cette saison, pour avoir balancé un ballon dans la tête de l'arbitre. C'était à la suite de ça qu'il est allé à Leeds. Parce qu'ils se sont dit, il a l'esprit pour venir chez nous. Non, c'est parce qu'il pouvait plus jouer en France. Tu peux pas. Maradona, c'est l'Argentine qui était en crise, il y a la guerre des Malouines. C'est le petit gars du portrait. À Napoli, c'est le petit gros brun le petit truand, de l'Italie du Sud qui a jamais rien gagné en Italie face à la Juve et les riches. En fait, Maradona, quand il est gamin, on sent bien qu'il a un génie, que c'est un génie. On lui demande, donc il est haut comme 3 pommes. On lui demande qu'est-ce que tu veux faire. Il dit, moi, dans mon rêve, j'ai deux rêves dans la vie, c'est jouer la Coupe du Monde et la gagner. Bon, c'est ce qu'il a fait. Après, il arrive. Mais ça paraît, est-ce que c'est vrai tout ça? Ah si, il y a les images d'archives. Moi aussi, j'ai peut-être dit ça quand oui, il y a les images d'archives. Il le dit à la téloche, quoi. Tout n'est pas perdu. Et en fait, donc tu vois ce gamin qui est pauvre comme pas possible, parce que même quand tu vois d'où il vient, c'est un bidonville littéralement. Après, il est transféré à Barça, il fait la plus grosse baston de l'histoire du football. Il est transféré. Mais fais-le le film, Thibaut. Au Napoli, donc là le Napoli club avec Jonah Hill dans le rôle de club totalement perdu, dézingué par tous les grands clubs italiens du Nord. Donc là on est en Italie du Nord, Italie du Sud, c'est le combat le plus bourrin d'Europe à ce moment-là. T'as la Juve, t'as le Milan AC. Le Napoli le fait remonter, il gagne la C2, il gagne 2 fois le championnat d'Italie. Enfin, c'est absolument incroyable ce qu'il en fait. Bon, après, il va assez vite. Ou pas je suis, oui. Et en fait, du coup, tous les choix de Maradona, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé chez les outsiders et les a amenés au sommet. Même Argentine-Angleterre, à la base, c'est les Angleterres, c'est une espèce de bûcheron, là, ça kick and rush comme pas possible. Et c'était quand même, c'est un style de jeu, le kick and rush. Et en fait, les Anglais étaient plus, c'est pas une spécialité. Ils étaient plus forts, quoi. Il y avait Peter Shilton à l'époque et tout ça. Et en fait, Maradona, il les a pris, et puis il a pris l'équipe. Il n'y avait pas grand monde dans l'équipe d'Argentine à l'époque. T'avais Bruchuaga, Caniggia, et puis
Voilà, ça se jouait pas super. Et il les a pris sur son épaule et bim, l'outsider qui va contre le pouvoir, contre les grands. En fait, Maradona, toute sa vie, ça c'est de la fiction. C'est les faits. Oui, c'est les faits, mais c'est pas un plan. Je veux dire, il n'y a pas une volonté. Ah ben oui, mais du coup, quand tu regardes au final, toute la carrière de Maradona, c'est savoir si ça aurait fait un bon film. Hein? Pourquoi qui a dit que ça ferait un mauvais film, c'est toi? Moi, j'ai pas dit que ça fait. Non, mais pourquoi ça peut intéresser le novice? Pourquoi Maradona peut intéresser le novice? C'est parce qu'en fait, on arrive sur des choses qui sont totalement improbables. Alors que tu vois, pour moi, Maradona, il n'est pas intéressant en tant que joueur parce que j'y connais rien. Je connais rien à sa carrière. Par contre, il est intéressant en tant que personnage hyper paradoxal à l'intérieur du football. Comme dans les films de boxe. Symbole de comment le football évolue de ce petit truc de quartier populaire en méga business de millionnaires où les mecs commencent à devenir complètement. Ouais, ça les dépasse. Et justement, alors là, moi, je trouve que c'est un truc qui est quand même assez peu exploité. C'est question du réel, justement. C'est-à-dire, comment ça se fait que tous ces mecs qui deviennent millionnaires à 19 ans, comment est-ce qu'ils peuvent encore prétendre avoir une quelconque connexion avec le réel? Tu vois, c'est ça le truc. Oui. Alors, le réel du match, ok, ça très bien, ils auront toujours cette connexion-là. Mais par contre, et moi, ça, c'est un truc qui me fascinera toujours, c'est que je n'arrive pas à expliquer comment, malgré que tout le monde sache, et que tous les supporters sachent très bien que les gens qu'ils supportent et qu'ils adorent sont des gens qui n'ont strictement rien à voir d'un point de vue social avec eux. Comment ça se fait que ça marche toujours? Et moi, ça, c'est un truc que j'ai Parce que c'est la beauté du sport. Mais justement, c'est-à-dire que la beauté du sport arrive à recouvrir toute forme de conscience, de réflexion sociopolitique. Et c'est pas que pour le foot, d'ailleurs, ça marche pour d'autres sports, ça marche pour le cyclisme, ça marche pour d'autres trucs. Ça marche pour le tennis, et ça marche pour le cinéma. Ouais. Mais je trouve que c'est un phénomène qui est fascinant, ça. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on abandonne notre raison pour l'icône, pour des icônes. Et comment est-ce qu'on fonctionne? Ah ouais, non, non, c'est pas que je remets pas en cause. Moi, je trouve ça fascinant parce que j'arrive pas à comprendre exactement comment ça marche chez les autres pour le foot, mais j'arrive pas à comprendre comment ça marche chez moi pour les acteurs, par exemple. La façon de filmer le joueur de foot a évolué. Là, peut-être qu'on va basculer. Il y a Iñárritu qui a réalisé une pub de foot pour Nike. Ça, il y en a eu plein. Et qui rebondit, qui fait quoi, ce que tu dis? Il dit, j'ai choisi. Alors attends. Dans cette pub, l'expérience visuelle que je voulais rendre consistait à faire apparaître les joueurs comme intouchables, inaccessibles. Alors j'ai choisi de filmer comme un tableau, faire du stade un temple avec des statues quasi religieuses de joueurs plus grands que la réalité et montrer le public ces mortels en chair et en os comme des petites fourmis. Ah bah justement, en fait, on parle de demi-dieu, mon cher Thibaut. Après, on pourra parler justement de Zizou. C'est intéressant. Et en tout cas, on aurait pu parler plus des publicités Nike à chaque mondial, parce qu'il y a John Woo, Gilliam en a fait. Et en fait, là, ce qu'il dit, Iñárritu, c'est comment on va déifier un joueur qui, du coup, va se voir déifié par lui-même. Je veux dire, tout le monde va l'aduler et du coup, il va prendre la grosse tête. Et du coup, on en arrive à ce que tu dis, en fait, sur une perte du réel. Ouais, parce qu'en fait, Mathieu, pardon, c'est vrai que tous les plus grands réals ont filmé le foot, mais dans des pubs plutôt que dans les films de fiction. Oui, c'est vrai. Dans des pastilles justement d'une demi-minute. Et justement, avec où il prenait des grosses libertés. Guillaume justement qui fait la cage avec Cantona notamment, qui combattent contre le diable, tout ça. Est-ce que l'analogie peut marcher justement en se disant que est-ce que c'est quand même une question de captation? Donc est-ce que c'est pas aussi comme filmer un concert? Est-ce que quand Scorsese filme Rolling Stone, est-ce qu'il n'y a pas des enjeux similaires aussi sur le concert, une question de captation? Les mecs vont jouer des chansons qui sont déjà écrites, quoi. Oui, mais du coup, c'est peut-être amorcer ce que tu as annoncé comme troisième partie, c'est qu'il y a une grammaire pour ça. Sous quel angle? Il n'y a pas de grammaire pour le foot. Mais non, elle est en constante évolution. Parce qu'il part d'imprévu. Il part d'imprévu, il ne fait pas calculer, quoi. Donc même avec tout le monde dit le plus important, c'est le plan large. Donc en fait, pour l'espace, la gestion de l'espace, la gestion d'une équipe dans un espace clos. En fait, le problème, c'est que là, et on va rebondir sur la manière de filmer le foot. Et ce que disait Iñárritu et ce qui arrive maintenant, c'est qu'on est sur, et les papiers des derniers cahiers du football le montraient aussi, c'est qu'on est sur filmer un visage, filmer un individu. On revient en fait à la fiction. Et du coup, il faut qu'on coupe parce qu'on va passer à une nouvelle chanson. Parce qu'on revient justement sur la manière de filmer le joueur, de filmer le corps après. Mais pour ça, on écoute le plus bel hymne du monde.
En attendant Godard sur Syllab, et c'était Antonello Venditti avec Roma, 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 donc l'hymne de l'AS Roma. C'est pas fait chier pour les paroles. Que l'on peut entendre notamment 3 fois Rome, quoi. Dans une magnifique séquence qui a eu lieu il y a à peu près 1 an lors des adieux de Francesco Totti. Voilà, c'est là à l'AS je pense Roma. qu'on touche le problème de foot et cinéma, c'est quel intérêt de faire un film sur par exemple Francesco Totti quand il suffit de voir qui ça, en plus en gros ses adieux lors de son dernier match étaient mis en scène d'une manière mais absolument prévue. En gros c'était le demi-dieu de Rome qui disait sachant adieu que pour à un son film club. tu pourrais pas demander à tous les Romains à des centaines de milliers de personnes de genre pleurer toute la journée, aux chauffeurs de bus de mettre Grazie Capitano sur tous les bus. C'est vrai que les adieux de Totti étaient mis en scène justement, c'était vraiment le dieu qui quittait le stade. C'est l'Italie aussi, c'est le but du théâtre et de l'opéra. C'est sûr que c'est pas à Rennes, ça va pas être tout de suite. C'est pas quand Gourcuff va partir que tu vas faire ça, quoi. Et t'es déjà parti, par où t'es parti, on t'a pas vu ça. C'est là que ça devient intéressant par rapport à ce qu'on essaie de faire depuis le début aussi, c'est-à-dire que c'est aussi se mettre à la place de la régie, c'est-à-dire que du coup le nombre de caméras, tu commençais à en parler Thibaut, du coup des angles, comment filmer le sport, ou même s'il y a des adieux là, ou quelque chose, s'il y a quelque chose qui déborde aussi. Qu'il y a une très bonne série d'articles sur les cahiers du football, qui est le média sérieux du foot et en même temps très drôle. J'avais lu une série d'articles sur le foot et télévision qui fait vraiment la somme là-dessus, et surtout avec une perspective historique et des statistiques à l'appui sur les échelles de plans, sur comment ça a été l'introduction du ralenti, sur le nombre de plans, qui est un sujet qui est passé, voilà, on est passé de 300 plans pour un match à peut-être 1200, 1300 plans, mais avec une réduction aujourd'hui. Et puis des écoles avec Canal+, qui a fait ça dans le but d'avoir des abonnés, de dramatiser à outrance les ralentis, le match, à faire beaucoup de gros plans, beaucoup de ralentis, énormément de ralentis, différents angles, etc. Et des écoles où justement ils ont essayé de revenir un peu au plus près du jeu, parce que ça avait fini par tout simplement saouler tout le monde. C'est des modes aussi. Et puis la règle des 180 degrés sans laquelle on comprend pas le match. Exactement. Oui, c'est sûr aussi. Et d'ailleurs un truc qu'on voit plus, c'est très bonne application les reverse 180 angles, comme il y avait dans le temps où ils montraient le but de l'angle opposé. J'ai l'impression que ça se fait plus du tout. Non. On devait devenir fou et se dire. Mais du coup, dans cette série d'articles qui est très bien documentée historiquement, on voit l'histoire notamment du ralenti, où au début les speakers étaient obligés de dire non, il n'y a pas 2 buts, c'est le but qu'on revoit. Le même but une deuxième fois. Il y a un problème récurrent quand on regarde le foot avec des gens qui n'ont pas l'habitude, qui croient qu'il y a plusieurs buts. Qu'il y a 8 buts d'affilée et putain, les mecs ils marquent vite. Voilà. Alors que non. Ma mère par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment est-ce que finalement même le stade lui-même en fait a été modifié en fait pour comprendre les caméras. Moi, je pense notamment à ces espèces, alors je sais pas comment ça s'appelle, mais ces espèces de pubs qu'il y a dans les pelouses. On voit pas quand on est au niveau de la pelouse, mais qu'on voit quand on filme en plongée en fait, et qui n'apparaissent que quand on filme en plongée, quoi. Et c'est assez, moi je trouve ça comme de voir comment est-ce que le football et le fait de filmer le football, au bout d'un moment, c'est devenu. Alors moi je me demande à quel moment est-ce que ça. Moi je connais pas bien l'histoire. Les stades ont été repensés pour être au déplacement de produits de manière générale. Voilà, ça a toujours été ça, notamment dans ça, c'est les Américains encore une fois filmé, qui avancent là-dessus. Hein. Avec les sports comme le football américain où c'est des phases et où justement tu peux envoyer des coupures pub entre chaque phase. C'est le Super Bowl en fait. Et c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas avoir le temps d'en parler, mais la critique de l'arbitrage vidéo, c'est un des actes de la critique, c'est de dire que ça va transformer le football en sport de phase arrêtée où tu joues, tu t'arrêtes pour regarder la vidéo et pendant ce temps-là, pendant que l'arbitre met ses 3 minutes, pourquoi pas mettre une pub, pourquoi pas balancer des mecs sur la pelouse, comme le rugby commence à le faire un petit peu parce que c'est un sport de phase aussi, même si c'est pas dans la culture du rugby. Mais au final, on critique la spectacularisation du football, mais le rugby l'a fait largement plus avec des pom-pom girls depuis longtemps qui viennent toutes les 5 minutes danser sur la pelouse. Et ça, c'est la c'est en fait la conséquence de cette nouvelle manière de filmer le football, les gros plans à outrance, la déification, on va dire ça comme ça. C'est parce qu'en fait, maintenant, le football est un produit, on filme un stade de foot comme on filmerait un supermarché, et le joueur lui-même est un produit. Enfin, Cristiano Ronaldo, joueur magnifique au demeurant, mais il sort des documentaires à sa propre gloire. Quand il sait qu'il est filmé, il va faire péter les pectoraux ou remonter son short alors que pour montrer ses cuisses d'Apollon. Voilà, il a conscience de lui. En fait, il a conscience d'une nouvelle manière de filmer le foot. Et en fait, on en est en dehors de l'homoérotisme des joueurs qui peut être tout à fait agréable à regarder. Mais ce qui intéresse, encore une fois, moi je suis assez extérieur à tout ça, mais ce qui moi dans ma tête m'intéresserait si j'aimais regarder du foot, ce serait de regarder l'action collective, ça serait de regarder comment est-ce que deux équipes, quelle est la circulation de la balle. Donc en fait, ça serait le plan large, que je préférerais. C'est le grand débat. C'est pour ça que tu comprends mieux un match de foot quand tu le vois
dans un stade qu'à la télé. Oui, parce que tu le vois en plan large. Oui, à la fois tu auras l'ambiance, tout ça, mais surtout, effectivement, tu comprends mieux les actions. Et du coup, ce côté iconique, finalement, ça rentrerait en travers d'un autre plaisir de spectateur qui est le pur plaisir du jeu, en fait. Quoi. Un plaisir de pur spectacle et qui va s'adresser peut-être plus à des enfants qui vont dire regarde, celui-là, il pleure parce qu'il a raté son but, ou celui-là, il est énervé, il s'engueule avec son copain. Que à quelqu'un qui a l'habitude de voir le foot au stade et qui veut en gros le voir comme au stade, voire en mieux qu'au stade avec un plus quoi. Et c'est des choix qui ont été faits notamment dans les années 90 et ce qui est marrant c'est qu'on revient un peu là-dessus justement à essayer de mieux filmer le foot au fur et à mesure que le foot évolue aussi parce que la tactique du foot quand nos parents regardaient qui étaient dans les années 70-80 le foot n'avait pas le même visage non plus tactiquement et techniquement et physiquement aussi. Les shorts étaient plus serrés par exemple et plus courts. Et puis les joueurs moustaches, il y avait des belles moustaches. Ouais. Et c'est là où l'importance d'un film comme Zidane, Portrait du 21e siècle, parce que c'est un film qui fait synthèse. C'est-à-dire que le film va filmer donc Zinedine Zidane au Real Madrid contre Villarreal, avec toute une série de caméras braquées sur Zidane. Il y en a combien de caméras dans celui-là? Il y en a 90, je crois. 90, Et en fait, on se rend compte que le film va rester stable. En fait, on va être à hauteur d'œil, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de plongée contre plongée, tout ça. On va rester vraiment au niveau du stade, donc ça, c'est extrêmement intéressant. Et paradoxalement, alors que le film s'intéresse à un individu, à Zinedine Zidane, à sa beauté, il y a Bonello qui dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Il dit, on voyait ça dans Zidane, un portrait du 21e siècle, il y avait 90% de hors-champ. Il faut être collectif uniquement l'espace d'un quart de seconde, et c'est là que le joueur est génial ou ne l'est pas, s'il a la vista ou pas. C'est-à-dire que Zidane est un portrait, comme son titre l'indique, alors qu'il montre un joueur en train de jouer tout le temps collectif. Et c'est ça le grand paradoxe, et c'est ça finalement la grande force de ce film. Et la deuxième force, c'est qu'il n'y a plus de putain de commentaires. Et ça, c'est intéressant. On sent le souffle, on entend le gazon, on entend le murmure du stade. Moi, j'ai toujours trouvé que les commentaires, c'était chiant dans les matchs de foot. Ça dépend je préfère regarder ça nu, quoi, en fait. Quoi, tu vois. Tu regardes ça après comme tu veux. Moi, je regarde en tenue de foot. Toi, tu peux... mais moi, je regarde pas, donc déjà, ça résout mais je pense que la prochaine étape dans le foot télévisuel, ça va être de choisir sa réalisation. Oui, c'est ça. Choisir son joueur. Du côté interactif et ludique, en fait, qu'on va avoir, qu'on commence justement à avoir. Je pense qu'on peut se mettre ou non les commentaires, qu'on puisse choisir à mon avis, c'est ce qui va se passer. Il y a tellement de possibilités maintenant. Un peu comme tu as sur les films avec des DVD où tu as justement le multi-angle. Je crois qu'il y a déjà des choses comme ça où tu peux voir le match. Ça n'existe pas dans le jeu vidéo d'ailleurs? Si, dans le jeu vidéo, si. Le foot peut changer. Oui, mais oui, ça va être la prochaine étape avec tu vas avoir une mosaïque et tu vas faire bim et voilà, tu vas dire moi je veux le point de vue sur tel mec ou je veux que du plan large ou alors t'as des plans zénithaux maintenant avec les spider cam où tu vois comme les plans de drone quoi. Et alors que Zidane, j'ai pris quelques notes là. Zidane, c'est comment un corps limite un danseur, parce que Zidane c'est quand même merveilleux ballottier. Il est extrêmement gracieux quand il joue. Et extrêmement gracieux. C'est en fait comment un corps de danse, en fait, ça arrive à s'inscrire dans un ensemble, dans un collectif. Et le collectif, on le voit pas, mais c'est la force du cinéma. C'est quoi? C'est la puissance du hors-champ. C'est la puissance du hors-champ. C'est en gros, il y a un regard. Donc c'est la force du cinéma. Donc coupe. Et on voit où le personnage regarde. En gros, c'est ça, un montage à peu près classique, c'est ça. Là, il ne coupe pas, mais on sent que Zidane regarde. On le voit, en fait, Zidane regarder. Et puis à un moment, tu le vois sourire ou tu le vois s'énerver. Donc tu sens que ses partenaires, soit ils ont fait parce qu'il joue avec Roberto Carlos sur son côté. Donc Carlos, il a fait sûrement une connerie où il puait la vinasse de la veille, parce que c'était un gros fêtard. Ou alors tu as son partenaire parce qu'il joue avec Ivan Elguera, qui était un tâcheron comme pas possible, et qui a fait une connerie. Mais, ou Pavone. Mais en fait, nul. Mais en fait, on le sent. Nul. En fait, la réalisation est suffisamment intelligente. Et Zidane lui-même est un joueur suffisamment intelligent pour que les cinéastes puissent se priver de ça, de cette coupe, qui est extrêmement intéressante. Et Zidane, en fait, portrait d'un 21e siècle, au-delà du côté installation artistique, compagnie, on ne sait pas trop, en fait, c'est peut-être le film où le football a été le mieux filmé. Au-delà du fait que Zidane reste Zinedine Zidane, en fait, on se rend compte de tout. Et il fait une synthèse de tous les paradoxes des discours de cinéastes sur comment filmer le foot. En fait, tout le monde dit tout et son contraire parce que finalement, personne n'en sait rien. Et il y a un film qui arrive à faire la synthèse de ça, et c'est Zidane, portrait du 21e siècle. Il faut aimer la musique de Mogwai. Il faut donc Zidane, portrait d'un 21e siècle. C'est un film exceptionnel. Donc c'est le conseil ultime pour un novice en football qui voudrait. Et en plus, le truc, c'est qu'il y a une superbe dramaturgie.
parce qu'à la fin, il se prend un putain de rouge. Putain, Zinedine, tu nous manques. Belle conclusion, mon cher Il va Thibaut. revenir. Hein? Il va revenir, t'inquiète pas. Il va prendre la sélection du Qatar. Mais pour non. 2010. Mais non, la nôtre. Ah là là. Donc sur cette belle envolée lyrique, mon cher Thibaut, donc voilà, c'était le football, les coups de cœur, messieurs, s'il vous plaît. D'ailleurs, Zidane, hein. carrément fleuret. Bah, Zidane, portrait du 21e siècle, tout simplement. Zidane, la personne. Quoi. Et à l'ammoniaque de PNL. Voilà, alors nouveau single. Dr. Erwan. Moi, ça serait une série The Terror. Ah oui, d'après le bouquin de Dan Simmons, qui est pas mal du tout, avec un casting très britannique. Donc plutôt classe. Et moi, une découverte à Orson Welles de 46, Le Criminel, The Stranger, sur l'Allemagne nazie aux États-Unis. Foot qu'il a torché en 2 temps 3 mouvements apparemment. Ah ouais, c'est un film, il a torché, il était pas content question de le faire. d'horloge. Ça S'en fout, ça. Mais c'est bien quand même. Ah oui, oui. Colombie-Angleterre, maintenant. Alors moi, ça sera Sicario 2, Day of the Soldado de Stefano Solima, suite magnifique du truc de Denis Villeneuve, là, avec un Benicio Del Vachette absolument formidable et un Joshua Brolin absolument magnifique. Ouais. Donc on vous le recommande fortement pour son visionnage. Voilà, c'était la dernière de la saison en direct et sans public. On se retrouve donc au mois de septembre. Mais quand même la semaine prochaine. Voilà, mixtape la semaine prochaine pour finir en musique. On se retrouve au mois de septembre. Bon été à tous et allez la France. Bon match. Ciao, bon bonsoir. match. Ciao.